Laissez-moi vous montrer quelque chose. Un pétrolier immobile au milieu du golfe Persique. Moteur coupé. Équipage en attente. Et pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres de là, un homme en costume poste des photos sur les réseaux sociaux où il se prend pour Jésus. C'est ça, la situation ce soir. Parce que pendant que les marchés pétroliers commencent à frémir, pendant que Pékin, Berlin et Téhéran alignent leurs réponses, Donald Trump a publié une déclaration sur Truth Social annonçant un blocus naval du golfe Persique. Pas une stratégie concertée. Pas une conférence de presse. Un post. Comme si bloquer le détroit d'Ormuz, c'était aussi simple que de retweeter un mème. Et le problème, le vrai problème, c'est pas juste que c'est absurde. C'est que ça a des conséquences réelles. Sur vous. Sur vos courses. Sur votre facture de chauffage. Sur les entreprises qui dépendent du pétrole pour faire tourner leurs machines. Alors ce soir, on prend le temps. On décortique ce qui s'est vraiment passé. Pas la version simplifiée des plateaux télé. Les faits, les chiffres, les réactions officielles, et ce que tout ça signifie concrètement pour les prochaines semaines. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, vous ne l'avez pas entendu ailleurs. Pas comme ça. Pas avec ce niveau de précision. Si vous regardez Justin America Today pour la première fois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche parce que dans les semaines qui viennent, le golfe Persique va être au centre de chaque décision économique qui vous affecte. Et vous voulez être dans la boucle avant tout le monde. On commence. Voilà la situation telle qu'elle s'est construite. Les négociations entre Washington et Téhéran avaient lieu à Islamabad, au Pakistan. Un cadre convenu, 10 points sur la table, des délégations présentes des deux côtés. Et là, selon plusieurs sources américaines dont le Wall Street Journal citant de hauts responsables de l'administration, Trump a changé les termes en plein milieu des discussions. Il a exigé que l'Iran reconnaisse publiquement qu'il ne contrôle pas le détroit d'Ormuz. Qu'il abandonne son programme de missiles. Qu'il transfère tout son uranium enrichi. Ce n'était pas le cadre de départ. L'Iran avait accepté de négocier sur la base d'un accord en 10 points que Trump lui-même avait annoncé approuver. Le chancelier allemand Friedrich Merz, qui suit ces négociations de très près compte tenu de leur impact sur l'économie européenne, l'a dit clairement quelques heures après l'annonce du blocus. Dès le départ, a-t-il déclaré, il n'avait pas eu l'impression que les pourparlers étaient sérieusement préparés. Il a ajouté que la délégation américaine était composée de personnes qui ne comprennent pas le jargon des négociations nucléaires. J.D. Vance. Steve Witkoff. Jared Kushner. Des hommes de confiance politique, pas des experts en non-prolifération. Et ça change tout. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? L'Iran exporte environ 1,5 million de barils de pétrole par jour. Une fraction passe par des routes alternatives. Le reste transite par le golfe Persique. Si ce détroit est perturbé, même partiellement, Goldman Sachs estimait en mars dernier qu'une fermeture prolongée pourrait propulser le baril au-delà de $130. Ce qui se traduit par une hausse directe à la pompe. En France, ça représente potentiellement 30 à 40 centimes de plus par litre. Au Québec, on parle de 10 à 15 cents canadiens supplémentaires par litre. Pas en théorie. En pratique, dans les semaines qui viennent, si la situation se prolonge. Annonce numéro 1. Le blocus que Trump a annoncé, est-ce qu'il tient vraiment la route? Voilà ce que Trump a publié textuellement. Je vous résume fidèlement. Il dit que la marine iranienne a été anéantie, 158 navires coulés, et que les navires rapides équipés de missiles n'ont pas été ciblés parce qu'ils ne représentaient pas une menace sérieuse. Attendez. Relisez ça. Les navires rapides iraniens équipés de missiles ne représentent pas une menace sérieuse? C'est précisément ces bateaux qui permettent à l'Iran de contrôler tactiquement le détroit d'Ormuz. Ce sont eux qui ont escorté, ralenti, intimidé des pétroliers depuis des décennies. Dans la doctrine militaire navale américaine, ces embarcations légères armées de missiles anti-navires sont classifiées comme une menace asymétrique de première catégorie. Pas une menace sérieuse. Vraiment. Et ensuite il ajoute, dans le même poste, qu'il va bloquer tout navire s'approchant du blocus en utilisant les mêmes méthodes que celles employées contre les trafiquants de drogue en mer. Un instant. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que parmi les navires qui traversent le détroit d'Ormuz en ce moment, il y a des pétroliers sous pavillon indien, des cargos chinois,
des tankers qui approvisionnent des raffineries japonaises et coréennes. La Chine seule importe environ 1,7 million de barils par jour de pétrole iranien. L'Inde achète en ce moment à Téhéran à des prix réduits et ne reconnaît pas les sanctions américaines. Donc la vraie question que personne ne pose clairement dans les médias grand public, c'est celle-là: que fait Trump si un navire amiral de la marine chinoise entre dans le détroit pour aller récupérer du pétrole iranien? Vous le coulez? Vous l'avertissez? Vous reculez? Parce que la dernière fois que les États-Unis ont tenté d'imposer un blocus similaire, dans un contexte différent, un navire russe est passé droit devant, sans s'arrêter. Et il n'y a pas eu de tir. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, l'amiral Dong Jun, a été très direct ce week-end. La Chine a des accords commerciaux et énergétiques avec l'Iran. Ces navires naviguent dans le détroit d'Ormuz. Ces accords seront respectés. Et la Chine s'attend à ce que personne ne s'ingère dans ses affaires. C'est pas une menace voilée. C'est une déclaration de politique étrangère. Et elle dit exactement ceci: nous ne reconnaissons pas votre blocus. Annonce numéro 2. La riposte iranienne et pourquoi elle dépasse largement l'Iran lui-même. La réponse de Téhéran est venue très vite. Les gardiens de la révolution ont publié une déclaration officielle. Je vous en donne les grandes lignes fidèlement. Ils affirment que la sécurité dans les ports du Golfe Persique et de la mer d'Oman sera soit assurée pour tous, soit pour personne. Que si les ports iraniens sont menacés, aucun port de ces eaux ne sera à l'abri. Que les navires affiliés à des ennemis de l'Iran ne seront pas autorisés à traverser le détroit d'Ormuz. En langage diplomatique, c'est une escalade maximale. Pas une posture. Une doctrine. Et elle a des implications qui vont bien au-delà de l'Iran et des États-Unis. Les Émirats arabes unis exportent plus de 2 millions de barils par jour via le Golfe Persique. L'Arabie saoudite, dont le terminal de Ras Tanura est le plus grand port pétrolier du monde, dépend de ces eaux. Le Qatar expédie de une part massive de son gaz naturel liquéfié vers l'Europe et l'Asie. Ce que dit l'Iran, c'est en substance: si vous nous bloquez, on bloque tout le monde. C'est là que ça devient une crise mondiale et pas seulement une crise américano-iranienne. Et il y a un détail que presque personne n'a relevé. Dans sa déclaration, l'Iran a également mentionné la mer Rouge. Si Washington maintient le blocus, Téhéran menace aussi de fermer ce corridor. Ça, c'est la route qu'empruntent les navires pour rallier l'Europe via le canal de Suez. Les perturbations dans la mer Rouge en 2024 avaient déjà coûté des milliards en surcoûts logistiques aux entreprises européennes. Une nouvelle fermeture, combinée à celle du Golfe Persique, ce serait une crise d'approvisionnement d'une ampleur que les économies occidentales n'ont pas connue depuis le choc pétrolier de 1973. Concrètement pour vous, qu'est-ce que ça change? Les prix ne bougent pas uniquement à la pompe. Tout ce qui est fabriqué, transporté, réfrigéré, chauffé coûte plus cher quand le pétrole monte. Le plastique. La nourriture. Les médicaments. Les billets d'avion. Une étude de l'INSEE de janvier 2026 rappelait qu'un choc pétrolier de 20% sur le prix du baril se traduit, dans les 6 mois, par 0,4 à 0,6 points d'inflation supplémentaire en France. Au Canada, l'effet est similaire. Et ça touche en premier les ménages qui dépensent la plus grande part de leur budget en énergie et en alimentation. C'est-à-dire les classes moyennes et populaires. Annonce numéro 3. Ce que personne ne relie encore complètement: Netanyahou, la panique politique de Trump et les jeunes Américains. Il y a un passage de la déclaration de Benjamin Netanyahou que je veux que vous entendiez bien. Lors de son allocution au peuple israélien ce week-end, il a expliqué que J.D. Vance lui rendait compte personnellement, quotidiennement, du déroulement des négociations. Je vous relis ça, parce que c'est important. Netanyahou dit que le vice-président des États-Unis lui faisait rapport de façon détaillée sur les pourparlers avec l'Iran. Pas l'inverse. Pas de manière bilatérale. Vance rendait compte à Netanyahou. Posez-vous la question une seconde. Quelle est la chaîne de commandement ici? Les États-Unis négocient avec l'Iran. Le vice-président informe un chef d'État étranger des détails de ces négociations en temps réel. Et ce chef d'État le dit publiquement, comme si c'était une chose normale. C'est pas une petite remarque diplomatique. C'est une déclaration qui décrit une structure de décision qui sort complètement du cadre habituel des relations internationales.
Et de son côté, Netanyahou ajoute que c'est justement la violation iranienne de l'accord d'entrée en négociation qui a causé leur échec. Sauf que les médias iraniens et plusieurs observateurs américains indépendants décrivent exactement l'inverse, c'est Washington qui a changé les termes en cours de route. Les deux narratifs coexistent. Je ne vous dis pas qui a raison. Je vous dis que l'histoire officielle et la réalité observable ne correspondent pas, et que vous méritez de savoir que les deux versions existent. Maintenant, pendant que tout ça se passe, Trump publie sur Truth Social une photo de lui-même représenté en Jésus. Avec des personnages de G.I. Joe en arrière-plan, des images de démons, une photo de la Trump Tower sur la Lune, des attaques contre Biden et des extraits d'actualité aléatoires. Tout ça dans la même nuit. Vers 22h, heure de Washington. Pendant que le golfe Persique était en train de basculer dans une crise ouverte. Ce comportement, certains analystes l'observent depuis plusieurs semaines avec une inquiétude croissante. Ce n'est pas anodin. Et les Américains le voient. Selon les données compilées par l'analyste politique Zachary Donini, le taux d'approbation net de Trump chez les jeunes Américains s'est effondré depuis l'automne 2025. Chez les hommes de 18 à 29 ans, il est passé de moins 8% à moins 33%. Chez les femmes de la même tranche d'âge, la chute est encore plus brutale, de moins 40% à moins 54%. Ce ne sont pas des chiffres marginaux. Ce sont des indicateurs structurels sur une génération entière. Le chancelier allemand l'a dit sans détour, les jeunes Américains sont furieux. Et il ne le dit pas comme une opinion. Il le dit en analysant ce qu'il voit de l'autre côté de l'Atlantique. Concrètement pour vous, qu'est-ce que ça change? Un gouvernement dont la base électorale s'érode aussi vite chez les jeunes est un gouvernement qui peut se retrouver à prendre des décisions de plus en plus imprévisibles pour regagner du terrain. Des décisions économiques. Des annonces spectaculaires. Des revirements soudains de politique commerciale. On l'a vu sur les tarifs douaniers. On pourrait le revoir dans d'autres domaines. Et ça crée de l'instabilité. Pas juste politique. Économique. Et d'ailleurs, avant d'arriver aux deux chemins, il y a une chose que je n'ai pas encore mentionnée et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Le pape Léon XIV. Pendant que Trump publiait ses photos en Jésus cette nuit-là, le président iranien Pezeshkian a pris la peine de rédiger un message officiel adressé au souverain pontife. Il condamne ce qu'il appelle la profanation de Jésus, prophète de la paix. Il affirme soutenir le pape. Et il signe au nom du peuple iranien. Pensez-y une seconde. L'Iran, pays dont la République islamique est fondée sur une théologie chiite, prend publiquement la défense du chef de l'Église catholique contre le président des États-Unis. Ce n'est pas un détail anecdotique. C'est un signal diplomatique. Téhéran est en train de construire une image, celle d'un acteur responsable et respectueux face à une Amérique perçue comme erratique. Et la réponse du pape Léon XIV lui-même est tout aussi révélatrice. Interrogé dans l'avion papal sur les attaques de Trump à son égard, il a répondu simplement qu'il n'était pas intimidé, qu'il ne s'implique pas en politique et qu'il continuerait à diffuser un message de compassion et d'empathie. Il a conclu que les attaques ne le dérangeaient pas. Quand le chef de la première religion mondiale, un Américain lui-même, refuse publiquement de se laisser intimider par le président des États-Unis et que c'est l'Iran qui vient à sa défense, vous avez une idée de l'image que Trump projette sur la scène internationale en ce moment. Il y a aussi une autre chose que je veux que vous ayez en tête. On parle du détroit d'Ormuz comme si c'était un point géographique abstrait. Ce n'est pas ça. C'est un couloir de 33 km de large à son point le plus étroit, par lequel transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. 20%. Un pétrolier y passe environ toutes les 6 à 7 minutes, selon les données de Lloyd's List. En période de tension, le simple fait de ralentir les inspections ou de dérouter les navires vers des routes alternatives coûte des dizaines de millions de dollars par jour à l'économie mondiale. Et contrairement à ce que Trump semble suggérer, le droit international maritime ne reconnaît pas la légitimité d'un blocus unilatéral imposé par une puissance étrangère dans des eaux qui ne lui appartiennent pas. Les gardiens de la révolution iranienne l'ont dit dans leur déclaration, les restrictions américaines à la navigation dans les eaux internationales constituent un acte de piraterie. Ce sont leurs mots. Mais sur le fond, plusieurs experts en droit maritime indépendant partagent cette lecture juridique. Maintenant, deux chemins sont devant nous, et je vais vous les exposer tels que je les vois. Premier chemin. Une désescalade rapide.
Pour que ça arrive, il faut que Washington revienne sur ses nouvelles exigences et réaccepte le cadre de négociation initial. Il faut que Téhéran accepte de reprendre les pourparlers sans préconditions supplémentaires. Et il faut qu'une tierce partie, probablement Oman ou le Qatar qui avait déjà joué ce rôle par le passé, serve d'intermédiaire actif. Dans ce scénario, le baril pourrait redescendre sous les $80 d'ici fin mai. L'inflation reste contenue. Les marchés soufflent. C'est possible. Mais pour être honnête avec vous, ça demande un niveau de coordination diplomatique que l'administration actuelle n'a pas encore montré sa capacité à déployer. Deuxième chemin. L'enlisement. Et c'est le chemin sur lequel on est ce soir. Si le blocus reste en place, si l'Iran maintient sa doctrine de réciprocité, si la Chine et l'Inde continuent de naviguer dans le détroit, la question devient, est-ce qu'un incident se produit? Un tir de semonce. Un arraisonnement. Un abordage. N'importe lequel de ces événements peut déclencher une spirale extrêmement difficile à contrôler. Goldman Sachs l'a dit dans une note de mars, un choc d'approvisionnement majeur dans le Golfe Persique pourrait envoyer le baril entre 130 et 150 $. La Banque mondiale estime qu'un tel niveau maintenu 3 mois provoquerait une récession dans les économies les plus exposées. L'Allemagne. Le Japon. Peut-être la France. Je pense qu'on est sur ce deuxième chemin. Mais la prochaine session de négociation, si elle a lieu, sera décisive. Surveillez les messages qui viennent d'Oman. C'est souvent là que les vraies discussions se passent avant de devenir officielles. Ces projections sont des scénarios analytiques, pas des certitudes. Les situations géopolitiques évoluent vite. Ajustez toujours vos décisions à votre propre contexte. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est la carte complète de cette crise. Trump annonce un blocus naval via un post sur les réseaux sociaux. L'Iran répond en menaçant tous les ports du Golfe. La Chine dit clairement qu'elle ne reconnaît pas ce blocus. Netanyahou révèle que le vice-président américain lui rend des comptes sur les négociations. Et pendant tout ça, les jeunes Américains se détournent de Trump à une vitesse historique. Ce n'est pas une crise lointaine. C'est une crise qui touche les prix à la pompe, l'inflation, la stabilité de votre pouvoir d'achat dans les semaines qui viennent. Si vous regardez Just in America Today pour la première fois ce soir, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que cette situation va évoluer vite, probablement cette semaine, et vous voudrez avoir l'analyse avant que les médias grand public vous donnent la version simplifiée. Voilà les 3 questions que je vous pose en commentaire. Est-ce que Trump bloque vraiment le Golfe Persique, ou est-ce une posture de négociation qui ne sera jamais vraiment mise en œuvre? Est-ce que vous avez déjà commencé à ressentir une hausse des prix dans votre quotidien à cause des tensions géopolitiques des derniers mois? Et enfin, est-ce que vous pensez que la Chine va reculer face au blocus américain, ou est-ce qu'elle va tester les limites de Trump en envoyant ses navires? Je lis tout. Justine.